Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire de Sega, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. C'est parti! L'origine de l'entreprise se situe en 1940 à Hawaï. En effet, James Humpert, Irving Bromberg et Martin Bromley créent une société de construction de machines à sous, jukebox, etc. pour les bases militaires américaines au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, deux Américains du nom de Raymond G. Ray Lemaire et Richard D. Dick Stewart fondent la société Lemaire & Stewart au Japon. Cette société est spécialisée dans l'importation, la distribution et la maintenance de jukebox dans les bases militaires américaines sur le sol japonais. Donc en 1951, l'entreprise originelle de Sega déménage au Japon pour rejoindre Lemaire & Stewart pour créer une filiale de celle-ci nommée Service Game, pour diversifier celle-ci en faisant même des flippers. L'entreprise est ensuite rachetée en 1954 par David Rosen, qui décide de fusionner sa société du nom de Rosen Enterprise, qui a pour activité principale l'importation de photomatons qu'elle distribue sous la marque Photorama. Cette fusion donnera naissance à Sega, qui est l'abréviation de Service Games. Cette nouvelle société est basée à Haneda, dans la banlieue proche de Tokyo, aux abords de l'aéroport international de Tokyo Haneda. Sega sort en 1965 la machine Skidiga, qui est un jeu d'amusement. L'appareil fonctionne comme un jeu de type grue où la grue est utilisée pour collecter un prix à l'intérieur de la machine. Le premier jeu que sort l'entreprise Sega est le jeu Periscope, qui est un simulateur de sous-marin de tir d'arcade électromécanique. Initialement appelé Torpedo Launcher, il a été conçu par Nakamura Manufacturing Company, devenu Namco en 1977, et est sorti au Japon en 1965, en tant que premier jeu d'arcade construit par Masaya Nakamura. Il a été ensuite refait par Sega et est sorti au Japon en 1966. Comme l'un de ses premiers jeux d'arcade, il consiste à tirer avec des torpilles depuis le périscope d'un sous-marin pour le prix de 25 cents. Le jeu connaîtra un franc succès au Japon et aux États-Unis. Après le succès de Periscope, Rosen vend Sega Enterprise aux Américains Gulf and Western Industries Corporation, qui détient aussi Paramount Pictures, mais reste président au sein de la société. Après l'arrivée de Odyssey de Maniavox, c'est ainsi que l'on va découvrir Sea Devil et Killer Shark, deux jeux Sega de tir sous-marin où il faut chasser soit une raie manta ou un requin tueur. Une raie manta où le requin se déplace sur le terrain de jeu et le joueur tire dessus avec un fusil à harpon. Les jeux proposent un son électronique et un lecteur 8 pistes. Puis voici l'apparition de Pongtron, un jeu d'arcade de 1973 produit par Sega. C'est un clone du jeu d'Atari de 1972, Pong, conçu spécifiquement pour le public japonais. Pongtron diffère très peu du jeu d'Atari, mais cette version est significative car il s'agit du premier jeu d'arcade de Sega à intégrer un moniteur CRT, donc à être classé comme un jeu vidéo. Avant la sortie de Pongtron, Sega proposait des jeux d'arcade électromécaniques. Plus tard dans l'année, le deuxième opus nommé Pongtron 2 fit son apparition qui permettait à deux joueurs de s'affronter en duel, et aussi OK TV, un autre clone de Pong. D'ailleurs, le principal concurrent de Sega à l'époque, Taito, a également sorti un clone similaire au jeu Pong, le jeu L-Pong. Et c'est en 1978 que le jeu Space Invaders, produit par Taito, devient un succès planétaire. Alors pour prendre plus de poids, surtout sur le marché américain, Sega acquiert une jeune société américaine fondée en 1973. Gremlin Industries s'ensuivit en 1979 l'acquisition d'un de ses gros clients, Esco Trading. En raison du crash du jeu vidéo, Rosen retourne en Amérique pour prendre la tête de la division américaine. Il laisse alors place au japonais Hayao Nakayama, l'ex-président d'Esco Trading, qui est donc nommé ainsi président au sein de Sega au Japon. Et cette association engendrera la création de plusieurs jeux d'arcade de 1970 au début des années 80. Comme par exemple les jeux à succès Frogger en 1981, dont le but du jeu est de diriger des grenouilles jusqu'à leur maison, Turbo aussi, un jeu de course d'arcade sorti en 1981, conçu et codé par Steve Hanawa, son gameplay étant très réaliste pour son époque, avec des graphismes tridimensionnels en couleur, avec des paysages changeants et une machine d'arcade nous mettant en position assise dans le cockpit, reproduisant une voiture de course. Mais aussi le jeu Zaxxon,
un jeu d'arcade de type shoot'em up développé par Ikegami Tsushinki et édité par Sega en 1982, introduisant à la fois un scrolling en diagonale et une pseudo 3D en utilisant une perspective isométrique, ou encore Congo Bongo ou Tip Top pour certaines versions européennes, qui est un jeu vidéo de plateforme sorti en 1983 sur borne d'arcade, puis porté sur différentes plateformes. Certains de ces jeux ont donc même été portés sur des consoles de salon telles que la CBS ColecoVision ou l'Atari 2006 et d'autres plateformes. En 1983, Sega se lance sur le marché des consoles de salon en tant que concepteur et crée sa première console, la SG-1000. Cette console est mise en vente le même jour que la Famicom de Nintendo au Japon. Connue également sous le nom de Sega Game 1000, c'est une console de jeux vidéo de 3e génération et constitue une base pour la Master System. Dévoilée en 1983, elle est mise sur le marché sous plusieurs formes comprenant l'ordinateur SC3000 et la version redessinée SG-1002 lancée en 1984. En compétition directe avec la Famicom, la SG-1000 connaîtra un succès minimum mais meilleur que ce que l'on aurait pu penser, sachant que pourtant la console est plus faible technologiquement que la console de son concurrent Nintendo. Mais cela s'explique par le fait que celle de Nintendo connaîtra quelques problèmes techniques. Puis en 1984, Sega produit la SG-1002, une version redessinée et améliorée de la SG-1000 incluant 2 ports manettes, et en 1985, on voit l'apparition de la Sega Mark III, qui apporte des améliorations en termes de puissance et d'extension. En effet, la Sega Mark III offre des performances techniques supérieures à celles de la Famicom de Nintendo, qui détient une place importante sur le marché et qui est le principal concurrent de Sega. Puis en 1986, les actions de Sega au Japon deviennent publiques et Sega fonde Sega of America. Et toujours la même année, l'entreprise lance la Master System, une version redessinée et internationalisée de la Sega Mark III et qui est la première console de Sega à être commercialisée à l'échelle internationale. Avant même d'être offerte au Japon, qui n'est commercialisée qu'en 1987. Et c'est Virgin Mastertronic et Virgin Loisirs qui s'occuperont de la distribution et du marketing de la Master System à partir de 1987, en Europe pour le premier et en France pour le deuxième jusqu'en 1991, moment où elles sont rachetées par Sega et renommées Sega of Europe et Sega of France. Le succès pour la Master System est au rendez-vous en Europe et en Amérique du Sud, mais le marché nord-américain est dominé par la Famicom de Nintendo. Ainsi, fin 1988, Sega lance la Mega Drive au Japon, une nouvelle console 16 bits qui est ensuite commercialisée aux États-Unis en 1989 sous le nom de Sega Genesis et en Europe en 1990. Le hardware de la Mega Drive est adapté du système 16 pour bornes d'arcade. Le système prend en charge une ludothèque de plus de 900 jeux créés par Sega et un large éventail d'éditeurs tiers, publiés sous forme de cartouches de jeux vidéo. La console de Sega ne se vend pas autant que la Super Nintendo de Nintendo et la PC Engine de NEC, mais grâce à l'expérience acquise, la Mega Drive reste en très bonne position en Amérique du Nord et en Europe, où elle connaît un grand succès, particulièrement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce succès vient principalement des portages de jeux vidéo d'arcade sur la console, la popularité de la série Sonic the Hedgehog, mais aussi des franchises connues de jeux de sport ainsi qu'un marketing agressif et extrêmement bien ficelé en créant une image cool de la console auprès des jeunes grâce à des publicités plus adultes tournées vers les ados, et c'est ainsi qu'en 1990 que débute la guerre des consoles entre Nintendo qui a sorti sa Super Nintendo et Sega avec une bataille fictive entre les deux personnages Mario de Nintendo et Sonic de Sega. L'entreprise sortira la Game Gear, une version portable de la Master System proposant un écran LCD couleur en réponse à la Game Boy de Nintendo et de son écran monochrome. Mais malgré ses capacités supérieures, elle ne fera pas l'unanimité, dû surtout à son gabarit imposant et de son autonomie limitée. Mais pour rivaliser avec la franchise Super Mario de Nintendo, Sega trouvera la licence Sonic qui deviendra culte, et puis trouvera ainsi une mascotte à son entreprise. Tout d'abord, un tatou retravaillé ensuite pour donner Mighty the Armadillo avait été proposé. Puis un chien, sosie de Theodore Roosevelt en pyjama qui servira ensuite de base à la conception du Dr Robotnik. Même un lapin avait été proposé, avant que notre hérisson bleu qu'on aime tant, imaginé par Naoto Oshima, soit choisi. D'ailleurs, celui-ci était d'abord nommé M. Needlemouse avant de devenir Sonic. Et la licence est une petite révolution dans le jeu de plateforme grâce à son gameplay rapide et agressif rendant le jeu toujours dynamique.
Et pour ainsi se mesurer à la Super Nintendo, en plus de l'apparition de Sonic, Sega passera le prix de la console de 190 à 149 $ aux États-Unis et inclura le jeu Sonic the Hedgehog. Ce pack permettra donc à Sega de gagner 65% de parts de marché à l'encontre de Nintendo. Une grande médiatisation est ainsi provoquée, causant même quelques controverses au niveau de certains jeux de la Mega Drive considérés comme violents comme Mortal Kombat, et c'est ainsi que Sega va créer le Video Game Rating Council, l'ancêtre de l'Entertainment Software Rating Board. Lancement du Mega CD, lecteur CD-ROM optionnel pour la Mega Drive également connu sous le nom de Sega CD en Amérique du Nord, est un périphérique servant de lecteur de CD-ROM permettant de lire des jeux au format CD-ROM, des CD audio et des CDG. En 1992, un nouveau projet de console pointe son nez, cette fois en 32 bits, qui se concrétisera 2 ans plus tard avec la sortie de la 32X, une extension de la Mega Drive permettant d'augmenter la puissance de la Mega Drive en la transformant en un système 32 bits, et de la Saturn, une console de jeux vidéo de 5e génération dotée d'une architecture intégrant 8 processeurs, dont 2 microprocesseurs, 2 processeurs graphiques et 2 dédiés à l'audio. Ces jeux sont édités en format CD-ROM et sa ludothèque se compose de nombreux jeux issus de l'arcade, ainsi que des titres originaux mais aussi des jeux emblématiques comme Night into Dreams, Sega Rally Championship, Daytona USA ou les séries Panzer Dragoon, Virtua Fighter et Virtua Cop. Cette avancée soudaine et la sortie de ces deux systèmes sont une réponse à l'annonce de la PlayStation de Sony, précipitant leur sortie. Alors que la Saturn est déjà presque entièrement conçue, des nouvelles viennent aux oreilles des dirigeants de Sega en 1994 sur les capacités techniques de la PlayStation qui inquiètent fortement Hayao Nakayama, qui convoquera ainsi le département de recherche et de développement pour qu'une amélioration des performances soit faite de la Saturn, surtout sur le traitement des données en 3 dimensions. Et c'est comme ça que Hayao Nakayama donnera un an pour améliorer la Saturn à l'équipe de Hideki Sato qui décidera d'ajouter un 2e processeur d'affichage vidéo pour améliorer les performances en 2 dimensions et les textures générées par la console. Mais Sega bénéficie d'une bonne réputation auprès du public et des développeurs alors que Sony vient d'arriver dans l'industrie vidéoludique et il ne peut s'appuyer que sur sa communication et son marketing. La Saturn sort au Japon le 22 novembre 1994 et est vendue au prix de 44 800 yens, c'est-à-dire 480 $, devenant la console la plus chère de l'histoire de Sega. Virtua Fighter, un jeu populaire des bandes d'arcade, se vend avec la nouvelle console, contribuant à son succès en devenant sa vitrine. Ainsi, cette nouvelle console devancera ainsi son ancien rival Nintendo et son nouveau rival Sony, la première PlayStation étant encore en développement. Mais voilà que la 32X essuie un gros échec et la Saturn n'a pas eu le succès escompté. La Saturn manque de jeux emblématiques pour le lancement, mais aussi l'absence de jeu avec sa mascotte Sonic, qui manquera beaucoup à la console, décevra les joueurs. Les chiffres internes de Sega parlent de 500 000 copies de la Saturn vendues au Japon, contre 300 000 pour la console de Sony, mais la PlayStation bénéficie d'un meilleur taux de vente et finit par rattraper la Saturn car Sony sait attirer de nombreux développeurs grâce à de faibles frais de licence à 10 $, mais aussi d'excellents outils de développement et la mise en place d'un système de commande révolutionnaire de 7 à 10 jours. Mais aussi la raison de cet échec, c'est que Sega a énervé ses principaux détaillants. Tout simplement par le fait qu'après les débuts du lancement réussi de la Saturn au Japon, Sega s'est tourné vers le marché occidental. Et a donc voulu dominer le plus grand salon professionnel du jeu au monde, c'est-à-dire le 3, sachant que Sony annoncerait aussi la sortie américaine de la PlayStation. Alors pour cela, Hayao Nakayama a lui-même annoncé que la Saturn serait disponible juste après le 3 pour devancer la mise en rayon des autres consoles de ses concurrents. Mais en plus d'un prix élevé de 399 $, c'est-à-dire 3299 francs à l'époque, il n'y avait que 30 000 consoles disponibles le lendemain de l'événement, donc beaucoup de détaillants n'avaient pas la possibilité d'avoir les Saturns comme promis, et Sega a même rompu le dialogue avec les principales chaînes de distribution. C'est ainsi que la mise en vente de la Saturn a pris plus de retard que prévu. Quant à la PlayStation de Sony, elle était vendue à 299 $, possédait une bonne bibliothèque de jeux et était disponible chez tous les détaillants. Un très bon lancement, un prix attractif et plus facile à programmer, il n'en fallait pas plus pour la PlayStation pour dépasser Sega.
Mais Nintendo aussi, avec le lancement de la Nintendo 64, fera un pas royal en avant, dépassant Sega de loin grâce à sa console de 64 bits au lieu de 32 pour ses concurrents et ses jeux de plateforme à la première personne. Le processeur de Silicon Graphics de la Nintendo 64 avait proposé sa puce tout d'abord à Sega pour sa Saturn, mais l'entreprise a refusé le partenariat, alors ils l'ont proposé à Nintendo. Ce fut une autre grosse erreur de la part de Sega. Après cet échec commercial cuisant, Sega décide de sortir une console très puissante et aimée de beaucoup de joueurs. La Dreamcast. Commercialisée dès novembre 1998 au Japon, elle est la première console de 6ème génération présente sur le marché avant ses concurrentes, la PlayStation 2 de Sony, la Xbox de Microsoft et la GameCube de Nintendo. Si la Dreamcast a eu un mauvais accueil chez les Japonais, son lancement en Europe et aux États-Unis a été une réussite grâce à sa campagne de marketing, mais cela n'a pas suffi à maintenir les ventes de cette console au fur et à mesure que Sony multipliait les annonces concernant sa future console nommée la PlayStation 2. Ainsi, Sega enregistre des pertes financières importantes. Après un changement de direction, Sega cesse la commercialisation de la console Dreamcast le 31 mars 2001. Il faut dire que la PlayStation 2 était plus puissante que sa concurrente et lisait les CD et DVD et possédait un grand support des développeurs tiers. Mais malgré cet échec, la Dreamcast est restée une console culte et appréciée tout de même par beaucoup de joueurs. Mais Sega, après la Dreamcast, décidera d'arrêter la production de consoles. Sega demeura encore, après son retrait des fabricants de consoles, l'un des principaux éditeurs et fabricants de bornes et systèmes d'arcade et produira un certain nombre de flippers essentiellement basés sur des licences hollywoodiennes, mais aussi des jukebox, des jeux de fêtes foraines et autres attractions de petite taille. Sega possédait aussi de nombreuses salles d'arcade, principalement au Japon. Mais dernièrement, avec la pandémie de Covid, Sega annonça la fermeture de la totalité de ses salles d'arcade au Japon en janvier 2022. Mais malgré ça, Sega restera toujours dans nos cœurs. Merci Sega. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas pour me soutenir de liker, de partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine, bonne game à tous.